Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler transition, de carrière, entrepreneuriat avec Ingrid Monsénégo. Et je dois vous dire que je suis doublement heureuse de recevoir Ingrid aujourd'hui. D'une part parce que nous faisons partie du même réseau, les entrepreneuses de Neuilly. Et d'autre part parce que Ingrid, tu écoutes mon podcast. Je le sais parce que tu me l'as dit quand on a fait connaissance il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé d'ailleurs. Donc vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi Ingrid. Alors j'adore commencer chaque épisode en proposant à mon invité de se présenter rapidement avant qu'on rentre vraiment dans le détail. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, Ingrid, en quelques mots et qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Merci Céline déjà de m'accueillir dans ton podcast. Ce sera une première pour moi. Donc, je suis ravie de le faire avec toi. Pour faire un peu rapide, donc je m'appelle Ingrid, j'ai 46 ans. J'ai 3 filles, Emma, Nora, Gabrielle. Et je suis la fondatrice aujourd'hui de la marque Teen Flow, une marque de sous-vêtements menstruels clean qui est exclusivement dédiée aux ados. Alors, tu as un site, comme ça on fait la petite minute Tout à fait. auto-promo. Oui, exactement. Alors, la collection sera lancée à la rentrée scolaire prochaine, donc courant septembre. Super. Et j'invite les auditeurs qui ont des filles qui pourraient être intéressées à aller sur le site internet teenflow.co. Alors super, teenflow.co. J'ai hâte de découvrir ton site. Alors juste pour que tout le monde comprenne bien le contexte, on enregistre ce podcast, on est au mois de juillet et il sera diffusé à la rentrée de septembre. Donc voilà. Alors, est-ce que on peut commencer par déjà explorer comment ta carrière a commencé? Raconte-nous voilà, d'où tu viens d'un point de vue académique et comment tu as commencé ta carrière? Alors, effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose d'assez récent, puisque je me suis lancée il y a 2 ans dans ce projet. À la base, j'ai une formation plutôt classique, classe préparatoire, école de commerce, spécialisation en marketing, dans le secteur du luxe, où j'ai effectué la plupart de mes stages. Et j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe de luxe, en joaillerie, horlogerie. Mais très vite, en fait, j'ai bifurqué. Alors, j'étais dans une petite société à l'époque, même si c'était un grand groupe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'appréciais, le fait de travailler dans une PME à taille humaine. Mais vite, j'ai bifurqué sur une autre société, toujours dans le secteur du luxe, et dans lequel on évoluait dans un environnement plus innovant. Ça, c'est quelque chose D'accord. qui me taraude depuis le début. Sur ces 15 dernières années, j'ai travaillé effectivement dans le luxe, mais sur des produits vraiment assez divers, que ce soit l'horlogerie, la joaillerie, puis la téléphonie mobile, et puis aussi des services, puisque j'ai travaillé dans l'immobilier. Et à chaque fois, en fait, c'est cet appel. Je pense que petit à petit, l'entrepreneuriat s'est imposé à moi. Alors oui, tu me racontais quand on a préparé cette émission que tu étais vraiment attirée par l'innovation, Ouais. par la valeur, enfin créer de la valeur ajoutée aux produits sur lesquels tu travaillais. Euh, et du coup, tu m'as aussi raconté que la période du Covid a été très particulière. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi pendant cette période-là? Ouais, tout à fait. Alors du coup, je vais suivre un petit peu juste chronologiquement. Donc j'ai travaillé dans des grands groupes, puis des sociétés, des PME dans l'innovation, notamment dans la téléphonie mobile, même si on était toujours dans le secteur du luxe. Et puis quand j'ai eu ma troisième fille, j'ai quand même levé le pied et travaillé plutôt en consulting sur des missions. Et juste avant Covid, D'accord. 2019, j'ai accompagné une amie qui, elle, est une entrepreneuse née, qui a sa marque de bijoux et qui avait des boutiques dans Paris. Et puis, j'ai terminé cette mission juste avant
le Covid. Et effectivement, c'est le moment où je me suis dit que j'allais me lancer. Mais je cherchais effectivement à sortir. Voilà, j'ai travaillé dans les bijoux, mais je cherchais un projet qui ait du sens pour moi, qui soit calé effectivement au niveau de mes valeurs, c'est ce que tout le monde dit, mais surtout quelque chose sur lequel je voulais pouvoir investir toute mon énergie et pouvoir créer de la valeur, comme on le disait, avec quelque chose d'innovant. Donc Covid, tout ferme. Donc, je me consacre malgré tout pendant 2 Qu'est-ce ans. que tu avais eu comme idée de, 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 de secteur pour te lancer? Alors, ce que je savais, c'est que je voulais travailler dans le produit, parce que moi, j'ai fait du développement produit. Je faisais du marketing, mais du développement produit à la base, et j'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai besoin de développer quelque chose de technique et de beau à la fois, et qui apporte de la Ouais. valeur. Ça, c'est ce qui me booste au quotidien. Je peux pas travailler sur des services ou de la communication. J'ai besoin du produit. J'ai besoin d'aller voir, de travailler avec des designers, de développer, de voir les gens dans les ateliers ou voilà. Ça c'était important pour moi, mais l'idée c'était pas d'arriver avec un énième produit. Je veux dire, on est dans une société de consommation, euh, on a pléthore de nouveaux produits qui sortent tous les jours. Et, effectivement, je suis tombée comme beaucoup de femmes sur les culottes menstruelles, super alternatives aux protections classiques, qui sont pas forcément très pratiques, qui pour beaucoup d'entre elles comportent des substances chimiques diverses et variées. Et je me suis dit quand même, ça aurait été une super idée si j'avais eu ça à l'époque du collège, un moment Bien sûr. un petit peu compliqué. À l'époque, il n'y avait pas tant de marques que ça. Le marché s'est structuré entre temps, donc voilà, j'ai mis du temps avant de me lancer. Je me suis dit voilà, malgré tout, après tous ces centaines d'acteurs qui sont arrivés sur le marché, on n'a toujours rien qui réponde vraiment aux besoins de ces jeunes filles qui arrivent, qui ont leurs premières Mm. règles, peu de petite taille, des produits qui absorbent pas énormément, et puis surtout un grand vide réglementaire. Donc j'ai réalisé que finalement le fait de passer sur des culottes menstruelles ne me garantissait pas forcément que j'avais des produits qui étaient sains, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de traitements chimiques qui sont utilisés pour rendre les tissus antibactériens, imperméables, Mm. etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, la réglementation n'oblige pas les fabricants à indiquer ces substances chimiques sur les D'accord. étiquettes, les packaging et tout. Et donc le Covid a été un moment pour moi de réflexion, en me disant voilà, il y a un besoin, je me lance pas. Et puis il y a 2 ans, ne voyant toujours pas le produit idéal pour mes filles, je me suis lancée. D'abord en side project, et puis à full time. Donc du coup, ça m'intéresse ce moment où tu identifies ce besoin. D'abord, j'imagine que du coup, c'était un besoin pour tes enfants. Exactement. Et comment après, tu as identifié que c'était un besoin qui dépassait ton propre besoin personnel? Enfin, comment est-ce que tu as fait pour enfin, te rassurer là-dessus? Parce que quand même, enfin, il faut définir bien son marché et le Alors tout à volume que fait, on tu se peux lance pas dans réaliser. l'entrepreneuriat juste en ayant une idée, on la confronte et je l'ai confrontée. J'ai fait tout simplement un petit sondage Typeform que j'ai passé autour de moi, puis posté sur des groupes Facebook de parents et ça a pris très vite et en quelques jours j'avais des centaines de retours. Ah ouais. Beaucoup effectivement de mamans puisque ce sont les acheteuses en fait et les interlocutrices même si elles sont leurs filles qui sont les utilisatrices et des retours qui confirmaient en fait mon point, à savoir qu'on avait des protections qui n'étaient pas forcément adéquates et surtout un très grand stress quant à la composition des produits. C'est-à-dire Mm. que j'avais fait un petit sondage en demandant aux gens de cocher quelles étaient les raisons pour lesquelles les produits actuels ne convenaient pas et l'aspect toxicité était arrivé en numéro 1 avant même l'aspect anti-fuite alors qu'on est quand même sur un produit qui est très fonctionnel. Donc il y avait une méfiance par rapport au marché actuel, le fait qu'il n'y ait pas d'information aussi. Et donc ça a validé ce point-là. Évidemment, les adolescentes ont aussi répondu pour celles qui étaient déjà réglées à ce questionnaire-là, et ça a été donc voilà la validation d'un besoin marché sous forme d'une petite étude de marché Mm. de 400 personnes voilà globalement qui ont répondu et voilà je crois qu'on en avait plus de 300 qui m'avaient donné leur adresse email pour être tenus au courant Ouais. du projet, ce qui voilà aujourd'hui on n'aime pas être spammé Mm. donc quand on donne son adresse email c'est que
ça prouve un vrai intérêt et c'est ce qui m'a décidé à me lancer et après à rentrer dans un processus de sourcing, voilà, de sourcing de partenaires, de matériaux, et puis de pousser l'aspect stratégique jusqu'au bout, de savoir comment faire pour vraiment apporter un produit qui apporte quelque chose de différent et vraiment de la valeur pour le consommateur. C'est ça, donc c'est hyper intéressant. Donc tu commences ta carrière dans le marketing et dans l'innovation produit, donc c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure des années. Et du coup, cette méthode-là que tu acquiers, cette expertise-là, tu la transposes à un projet qui a du sens. D'abord du sens directement pour toi parce que c'est pour tes enfants, et après du sens parce que enfin pour toute une nouvelle génération pour qui, enfin c'est vrai qu'on était aussi dans la période où on commençait à découvrir que ben il y avait des gros risques au niveau des tampons, Oui, euh, exactement. donc euh, plus de tampons, et donc du coup comment on fait pour garder une vie sociale, enfin, voilà, et rester discret par rapport à ce sujet-là, surtout quand on a 12, 14 ans, même voire plus jeune, parce que maintenant les filles sont réglées à partir de 8, 9 ans, certaines. Effectivement, tu identifies ce besoin-là, cette niche-là, et tu commences à explorer enfin, comment tu pourrais produire ce produit-là. Exactement. En fait, que tu le dis très justement, l'âge des ménarques, des premières règles a avancé. On a aujourd'hui 20% des petites filles qui ont leurs règles dès l'école primaire. Alors déjà que c'est pas forcément un moment évident quand on est jeune, mais quand on est à l'école primaire, c'est encore plus complexe pour des raisons logistiques évidentes, d'absence de poubelles adaptées dans les toilettes, d'absence d'infirmières scolaires, ce qu'on Bien a au sûr. collège, mais pas à l'école primaire. Et voilà. Et malgré tout, aucune marque ne s'adressait spécifiquement à ces besoins-là, parce que le marché s'adresse au gros du marché, qui sont les 25-35 ans, qui sont des Mmh. utilisatrices plus à même justement de passer de produits classiques à des produits plus éco-responsables et plus innovants. Moi, j'ai utilisé effectivement mes premières expériences professionnelles, toutes les compétences que j'avais développées en développement produit, même si on est sur des produits différents. Voilà, quand on a travaillé dans le luxe, on a un sens du détail, on a une rigueur et un intérêt pour la qualité des produits qui est évident. Et en même temps, c'est quelque chose de différent parce que dans le luxe, on travaille sur du marketing de l'offre. Donc en fait, on va créer le désir. Donc on va arriver avec des Mmh. produits qui vont faire envie aux personnes de l'acheter. Là, je suis sur un produit qui est fonctionnel, technique. Donc au contraire, je me suis plutôt concentrée au démarrage sur les besoins vraiment spécifiques de mes futures clientes, qui sont les adolescentes et acheteuses, qui sont en grande partie leurs mamans. Donc j'ai Mmh. mixé un petit peu ces deux choses, c'est-à-dire que il y avait cette réponse purement technique d'un produit qui devait être très fonctionnel, mais comme tu disais, j'ai travaillé dans le luxe, dans un monde où l'esthétique est importante, et moi il me semblait évident que il fallait que le produit soit aussi beau et attrayant, justement pour Mmh. aller à l'encontre parce que c'est un sujet qui reste assez tabou, et donc l'idée c'est d'apporter un produit technique tout en ayant un côté mode et sympa, en plus du fait qu'il fonctionne bien et qu'il est confortable. Super. Alors, je voudrais que tu nous racontes un peu plus ce que tu as vécu pendant le Covid, parce que tu m'as raconté que c'était un point de non-retour. C'était une période où tu savais pas, tu t'étais pas encore sûr de te lancer ou pas, ou est-ce que tu retrouves un autre poste en tant que salarié ou pas, si je me souviens bien, c'était ça? Oui, c'est un moment de questionnement. Il se trouve que j'ai fait le choix à ce moment-là de m'arrêter pendant 2 ans. On était tous un peu confinés. Bon, de faire un petit retour sur la famille, mais aussi un retour sur soi. Effectivement, je ne me voyais absolument pas repostuler pour rentrer en tant que salarié en entreprise. J'avais eu cette expérience avec une amie précédemment qui m'avait titillée sur l'aspect entrepreneurial. J'avais cette idée qui venait de germer, même si le marché avait l'air de se construire déjà autour de moi naturellement. Mmh.
et puis l'envie d'essayer, parce qu'en fait, on n'a pas envie de passer sa vie à avoir regretté de pas tenter. Et ça a été vraiment un moment de bascule, parce que depuis que j'ai décidé, si tu veux, de me lancer, puis ensuite de déposer mes statuts, puis en fait, étape par étape, j'avance. Et je pense que c'était quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Après, c'était peut-être pas forcément le bon moment. Et là, il s'est présenté et je l'ai pris. On a souvent beaucoup d'angoisse. On parle du syndrome de l'imposteur, de plein de choses. On a peur d'échouer. Et en fait, c'est génial, entre guillemets, d'échouer et d'essayer et de tester. Et l'entrepreneuriat, pour ça, est fabuleux, parce que on passe son temps à faire des nouvelles choses. Donc aujourd'hui, c'est mon premier podcast. La semaine dernière, je pitchais devant des investisseurs. Auparavant, j'avais pitché dans des salons, puis auparavant Ouais. dans des cadres plus petits. Je passe mon temps à faire des nouvelles choses, à construire mon projet, mon produit. Bientôt, je vais le lancer à la rentrée et me confronter du coup à l'aspect vente. Mmh. Et c'est vrai que ça donne une énergie de dingue. Et ça, c'est la réflexion. Voilà, cette réflexion pendant le Covid, je me suis dit, voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, allons-y. J'ai été soutenue aussi par mon entourage, évidemment. Donc, ça joue. Mais voilà, en fait, ça a été ce moment où je me suis dit, je me lance, en fait, a tout facilité par la suite. C'est-à-dire que c'était finalement le moment le plus difficile. Le passage de je me lance, ça y est, j'y vais. Je Exactement. saute dans la piscine. Voilà, j'officialise, je dépose les statuts de mon entreprise, C'est ça. j'officialise rapidement sur les réseaux, sur LinkedIn, et je me lance. Mais c'est vrai que c'est pas un moment évident, parce qu'on peut travailler. Au départ, j'ai travaillé ça en mode side project. On s'expose pas trop. On se dit qu'au final, s'il se passe rien, il se passera rien, on le saura pas trop. Et puis en fait, non. En fait, il faut confronter son idée, il faut Ouais. s'avancer. Et au-delà du fait que le projet avance, que la marque fonctionnera ou non et qu'il y aura un succès commercial ou non, c'est des apprentissages en termes personnels qui ont Alors une vraie justement, valeur, quoi. c'est ça qui m'intéresse dans ton histoire. C'est effectivement les différents paliers que tu as passés et voilà comment tu as osé, enfin comment tu as eu le courage de le faire et aussi ben, tout ce que tu mobilises au quotidien pour avancer. Euh, comment tu fais pour avancer chaque jour euh, Qu'est-ce que tu mobilises comme ressources au quotidien? Alors, en fait, c'est un travail. Alors, moi, je suis solopreneur en plus, donc évidemment, je ne suis pas complètement seule, parce que j'ai des partenaires. Je travaille aussi avec des étudiants qui m'aident sur différents aspects. Mais c'est vrai que je suis solopreneur malgré tout, et donc on a un travail un peu spécifique à faire, où d'un côté, on se projette à 5 ans, même à 10 ans, avec un objectif en tête qui est bien déterminé, une vision, et en Hmm. termes de mission, et en termes de chiffre d'affaires et de taille d'entreprise. Et puis, il y a le quotidien qui est fait de petites tâches. Et c'est très important, parce qu'en fait, entreprendre, c'est faire. Donc, c'est accomplir ces différentes petites tâches jour après jour. Euh, qui vont représenter en fait des étapes. Donc je te disais, effectivement, pitcher, moi au tout démarrage, ça a été juste en parler autour de moi, confronter mon idée, parfois avoir des gens dans mon entourage qui voyaient pas l'intérêt, qui du coup Hmm. m'ont challengé sur le produit, parce qu'il a évolué entre le tout démarrage et aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai D'accord. un produit qui va rentrer en production la semaine prochaine, sur lequel j'ai déposé un brevet que je vais étendre au niveau européen. Donc on est sur une dimension beaucoup plus industrielle, alors qu'au départ, je voulais juste faire une culotte de règles pour les jeunes filles. Euh, mais en fait, voilà, pour en arriver là, il a fallu différentes étapes, et à chaque fois se confronter. Et je vois ça voilà, comme un escalier, et on monte chaque marche. Chacune d'entre elles peut paraître ridicule au démarrage, et en fait, elle est très importante, parce que voilà, s'il n'y avait pas eu ce premier post LinkedIn dans lequel je dis que je me lance, s'il n'y avait pas eu ce dépôt de statut, s'il n'y avait pas eu cette candidature au programme d'accompagnement de la CCI des Hauts-de-Seine, s'il n'y avait pas eu, voilà, chaque étape en fait permet au projet d'avancer et de se Alors, structurer. est-ce que tu peux nous donner enfin, les étapes vraiment clés depuis que tu as commencé? Donc, j'entends qu'il y a d'abord, bah, déjà, tu commences à en parler autour de toi, première étape. Ensuite, tu dis, allez, maintenant, c'est plus un side project. Je me lance vraiment à 100%. Et là, tu l'annonces sur les réseaux. Mm. Tu l'annonces, enfin, tu crées les statuts de ton entreprise.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as parlé aussi de partenaires, donc j'imagine qu'il y a eu Exactement. aussi ce... Alors l'étape d'après, c'est l'étape de sourcing, de trouver des partenaires, donc effectivement, il y a l'aspect trouver des matières, les matières idéales qu'on va assembler, trouver l'atelier dans lequel on va confectionner tout ça. Mais c'est Non, c'est une sacrée étape, ça déjà. voilà, se faire accompagner. Mais effectivement, il faut les trouver, mais il faut aussi les convaincre de travailler sur le projet, Avec toi. sachant Ouais. on a zéro crédit historique, si tu veux. Certes, on Hmm. a travaillé auparavant dans des grands groupes où on a voilà, mais pour autant, on est novice sur le secteur, donc convaincre ses partenaires et puis ensuite se faire accompagner. Donc ça s'est fait euh, euh, notamment via le programme Boost Entrepreneur de la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine que j'ai intégré en octobre dernier et qui a consisté à un accompagnement évidemment sur des aspects purement techniques qui sont nécessaires quand on est chef d'entreprise, mais aussi un élément essentiel qui était de rompre l'isolement. Parce que comme je disais, moi je suis solopreneur et donc j'avais déjà rompu l'isolement en commençant à travailler avec mes différents partenaires. Mais là, j'avais besoin de me retrouver au sein d'une communauté de pairs qui étaient à des Hmm. stades différents du développement de leur entreprise d'ailleurs et sur des domaines pas forcément similaires. Mais c'était rompre l'isolement, ce qui m'a permis ensuite de continuer et d'intégrer le Neuilly Lab au terme de cet accompagnement. J'ai évidemment oublié le fait que tout au démarrage, après avoir annoncé que je me lançais, ma première étape finalement, ça a été, avant même de rencontrer tous mes partenaires, d'intégrer un groupe superbe d'entrepreneuses à Neuilly. Donc je le redis parce qu'en fait c'était chronologiquement, je l'ai pas mis, mais c'était ça. Et de pouvoir confronter mes idées et ensuite effectivement la CCI et depuis janvier dernier l'incubateur de la ville de Neuilly où voilà je passe du niveau entrepreneur à des startups et puis après tout l'écosystème qui existe aujourd'hui au niveau des entrepreneurs, que ce soit même sur des aspects purement juridiques avec l'INPI où on a des avocats qui nous accompagnent sur notre stratégie et tout l'écosystème qui nous aide à identifier les potentiels de financement, etc., etc. Là, l'étape d'après j'aimerais bien que tu me racontes, c'est le pitch. Oui, alors effectivement, dans cette histoire-là, donc il y a le fait de rentrer dans toutes ces structures et le fait de passer de je parle à mon entourage, je parle à mon réseau sur LinkedIn ou autre, ou Instagram, à je parle devant un public. Donc premier pitch organisé par Alliance à la Défense, devant une centaine de personnes. J'avais postulé en me disant on verra bien. Et je suis sélectionnée, je suis accompagnée pour faire ce premier pitch. Et puis, bah, ça fonctionne. J'obtiens le deuxième prix. Voilà. Déjà, première expérience, parler de son projet, donc ça le concrétise, alors même que j'avais pas encore mes premiers prototypes, et d'avoir aussi un retour positif, puisqu'il a été sélectionné parmi les 3 projets sur Hmm. on était, je crois, 25. Deuxième étape, je pitch à nouveau au salon Angot Entrepreneur, où on s'était croisés notamment. Alors là, on n'est plus dans une petite salle, mais on est au sein de l'Accor Arena de la Défense, Ouais. euh, avec énormément de sociétés qui sont présentes, des personnes connues. Donc, on passe des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont dans le jury, et on passe une nouvelle étape. Et dernière étape dans les pitchs, parce on passe son temps à pitcher. C'était la semaine dernière au Neuilly Lab, pitcher devant des investisseurs, donc différents, un stress différent, Eh un oui. discours différent à apporter, parce que là, les personnes en face ne recherchent pas la même chose. Elles sélectionnent pas un projet. C'est pas un jury du public, mais ce sont des investisseurs. Là encore, nouvelle étape, et à chaque fois. Quelque chose de nouveau de fait, un stress de pas y arriver, et puis finalement on le fait, et puis on apprend. Évidemment, rien n'est jamais parfait, mais on apprend et on adapte et on améliore en fait sa proposition de Ouais. valeur. Tu améliores à chaque fois. C'est vraiment du test and learn en fait. Exactement, ouais. Ouais, et donc du coup, pour avancer dans toutes ces étapes-là, qu'est-ce que tu as mobilisé comme ressources? Enfin,
Voilà, qu'est-ce que, enfin, les ingrédients pour avancer, c'est quoi selon toi dans l'entrepreneuriat? Bah, c'est se dire que, il faut, pour avancer, il faut savoir échouer. C'est très difficile, parce qu'on a été tous formatés en France avec le milieu La scolaire, sur réussite, les le bonnes fait notes. réussite, les bonnes notes, ne pas échouer. On se focalise justement, on part de 20 et on enlève les points, à chaque Bien sûr. erreur. Donc on n'est pas du tout sur un mindset à l'américaine, que je connais malgré tout parce que j'y ai travaillé, à la fin de mes études, et que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai qu'on est formaté, donc il faut sortir de ce format-là, même s'il a des avantages, hein. Ça veut dire que on fait attention à faire les choses parfaitement, mais enfin voilà, ce qui est trop parfait Donc dans là, au lieu de l'entrepreneuriat, c'est pas partir de nécessaire. 20 et tu enlèves les points, là, tu pars de 0 et puis tu ajoutes Exactement, les points au fur et à exactement. mesure. C'est une très belle image, mais c'est exactement ça. Donc, au lieu de déconstruire, on construit, et puis voilà, accepter, de se confronter, à l'échec. Et en général, c'est jamais un échec parce que, on apprend, toujours énormément. Et finalement, comme je te disais, le plus dur a été la première étape. Une fois que tu as franchi cette étape et que tu te rends compte que, ben, voilà, c'est rien de terrible, mais En fait, le sol ne s'est pas dérobé sous mes pieds. Et ben, en fait, chaque nouvelle étape, finalement, on l'aborde de manière beaucoup plus même s'il y a toujours un stress, même il y a du travail, etc. Et chaque nouvelle étape en appelle une autre. C'est ça qui est assez génial, c'est que voilà, je te parlais des pitchs, là c'est très particulier, tu vois, entre pitcher à quelqu'un, pitcher dans un concours, puis pitcher à Go Entrepreneur, puis pitcher à des les business investisseurs. angels, et puis voilà, en fait chaque étape en appelle une autre, et à chaque fois on grandit. Alors on grandit effectivement au niveau de la société parce que du coup on donne une envergure différente à ce projet entrepreneurial, mais on grandit aussi soi-même. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a la possibilité de faire en entreprise parce que c'est beaucoup plus formaté. Donc là, on est en Mmh, permanence en train de se confronter à des nouvelles choses, et ça peut être devant l'investisseur ou devant demain ma future cliente, puis ma cliente. c'est ça. Et tu m'as dit aussi un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit, en fait, j'ai pas le choix. Si j'y vais pas, il va rien se passer. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est le fait, c'est le cas quand on est solopreneur aussi. C'est-à-dire si je me lève pas le matin, il se passera rien pour l'instant, même si voilà, je travaille avec des partenaires, et oui. Et en fait, au démarrage, je pensais que ça aurait pu être une faiblesse de pas m'associer tout de suite, même si ça Mmh. viendra sûrement par la suite. Et en fait, dans mon cas particulier, je pense que ça a été la meilleure des choses parce que, bah, effectivement, le jour où on Ça a bosse été pas, il se passe moteur. rien. Exactement. Et le jour où on travaille, il se passe quelque chose. Et du coup, c'est une vraie satisfaction euh, de voir ces étapes franchies les unes après les autres, de se prendre son petit carnet des réussites et de les inscrire. Ça peut être des échecs entre guillemets parfois parce que ce qu'on souhaitait faire n'a pas fonctionné, mais en tout cas de noter ces différentes étapes pour pouvoir ensuite regarder derrière soi tout le chemin Mmh. parcouru. Génial. Le multitâche, ça te parle aussi, non? Ah oui, bah, je pense que ça parle à toutes les mères de famille, même si on peut pas généraliser et qu'il faut pas essentialiser, évidemment. Oui, moi, je suis multitâche. Euh, les postes que j'ai eu en entreprise étaient des postes où on devait être multitâche, parce que quand tu es chef de produit, chef de groupe, en fait, tu fais Ouais. l'interface avec tous les départements de l'entreprise, depuis le développement du produit de l'amont jusqu'à l'aval. Donc tu dois comprendre tes différents interlocuteurs, tu dois comprendre ce qu'ils font, quelles sont leurs compétences techniques, et puis en fait tu dois tout gérer de A à Z. Ça c'est vrai que je l'avais fait en entreprise. Là aujourd'hui je le fais clairement avec mon entreprise. Voilà, avoir la capacité de passer à une tâche à une autre. Après c'est jamais forcément évident, donc ça nécessite de prioriser. C'est beaucoup plus facile en entreprise parce que on Bah t'a oui, tu donné es des objectifs, accompagné, ton emploi voilà. du temps est finalement dicté par la société. Là, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui dois te cadrer toi-même. C'est pas évident, donc on apprend chaque jour. Et puis en même temps, selon le stade de développement de la société, on va pas mettre le focus sur les mêmes aspects. Donc c'est quelque chose qui est mouvant et qui évolue. Mais ça, oui, ça nécessite de l'organisation, de la rigueur, et c'est des compétences que j'acquiers grâce à cette expérience, c'est évident. Du coup, comment tu fais pour, on parlait de multitâche, de temps, comment tu fais pour gérer, pour réussir à gérer vie pro, vie perso avec tes 3 filles?
sachant elles ont connu aussi un moment où tu étais hyper dispo. Oui. Là, tu l'es moins. Comment Alors ça s'est l'avantage, passé c'est cette qu'elles ont transition? grandi. Donc je lance ce projet à un Ouais, moment où elles sont plus grandes. Elles sont en primaire, collège, lycée, et celle qui est en primaire et en CM1 maintenant. Donc je le fais pas. Certaines entrepreneuses le font. Moi, j'ai des amies avec des bébés. entrepreneuses qui ont lancé leur projet juste avant d'accoucher. Donc bravo à elles. Moi, c'est vrai que c'est une période qui est plus facile en termes logistiques aussi à la maison. Après, elles ont tout de suite, elles sont à l'origine du projet et je pense que c'est les premières à qui j'ai parlé du sujet et elles ont toujours été très supportives. Et donc finalement, ça s'est fait naturellement, le fait enfin, ça s'est fait de manière transitoire parce qu'en fait, c'était un side project et quand c'est devenu officiel, voilà, on a recalé des horaires et puis le fait aussi de travailler pas seulement de chez moi, mais aussi au coworking au Neuilly Lab, aussi tout simplement redonne un cadre qui est le cadre qu'on a comme salarié, qui est que maman est là à certains moments de la journée, puis à d'autres. Après, quand on est entrepreneur, ça s'arrête jamais, donc on y pense en permanence. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler de ton mindset justement pour passer ces paliers-là, pour oser les franchir? Sur quoi tu t'es appuyé pour réussir ça? Alors justement, j'essaie d'avoir un mindset un peu plus à l'américaine, je dirais, qu'à la française et Ça veut dire quoi ça, concrètement? d'être dans le test and learn, clairement. Mais comme je te le disais, voilà, finalement, la première étape était la plus difficile à franchir, et maintenant, ça devient du quotidien. Et donc, oui, c'est de continuer d'avancer. Alors après, il se trouve que j'ai choisi un projet entrepreneurial a du sens, qui est calé au niveau de mes valeurs, mais qui aussi va apporter de la valeur à mes futures utilisatrices. Donc ça me booste aussi énormément tous les matins, C'est ça. tous les jours. Il y a évidemment, on a des up and down. Hein. Parfois, on se dit mais comment je vais réussir à le faire. Mais comme on n'a pas le choix, on le fait. C'est aussi ça, comme tu disais, si je fais rien, il se passe rien. Et donc en fait, finalement, plus ça va et plus je suis non pas positive mais sereine dans le fait parce que je me focalise sur toutes ces tâches à accomplir, si tu veux. J'ai Mmh. fixé ma ligne d'horizon. Alors elle évolue depuis 2 ans parce que, comme je te disais, au début j'avais l'idée de faire un petit proto et puis il y a 2 mois j'ai déposé un brevet. Donc on n'est pas sur on a D'accord. du coup on évolue sur un projet qui est plus industriel aussi. Voilà, j'essaie d'avoir un mindset un peu plus euh, à l'américaine où on est dans du test and learn et surtout l'objectif c'est de pas regretter. Voilà, de pas regretter d'avoir testé. Et puis au pire, si ça fonctionne pas, on pivote. Mais surtout éviter l'immobilisme et avancer. Éviter l'immobilisme et avancer. Donc être toujours dans l'action. Exactement, oui. Alors, on a des périodes de réflexion, hein, c'est nécessaire parce que on peut pas être juste dans l'action-réaction, si tu veux. C'est important de s'être fixé justement cette ligne d'horizon. On te le dit souvent quand tu te fais accompagner. Vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, c'est important Mmh. d'avoir de l'ambition et de se projeter vers le succès de la société et un beau succès pour avoir cet objectif-là. Mais en même temps d'être dans le day-to-day. Et de passer ces petites étapes les unes après les autres, euh, voilà, qui sont pas forcément hyper. Enfin voilà, ça peut être des choses complètement différentes, d'oser aller, enfin pas d'oser, mais de finir par obtenir un rendez-vous avec un partenaire qu'on tanne depuis des mois, euh, Oui. ou faire des choses complètement purement administratives que j'avais jamais fait auparavant. Enfin, c'est pas, ça peut être ou rencontrer des personnes inspirantes et finalement avoir l'idée de son produit qui évolue. Voilà, mais être toujours dans une Super, dynamique très inspirant. positive et apprendre de ce qu'on fait, mais sans stress. Voilà, essayer de supprimer ce stress de l'échec. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment en moi. Je pense que parce que quand on est dans des entreprises assez corporate, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de et là en fait, bah, je fais et c'est super. Donc finalement, tu te mets moins, enfin la pression, elle est ailleurs. Elle est pas sur l'évaluation du rendu, elle est sur le résultat.
exactement. Le lancement de ton projet et à chaque fois, en fait, On est tu vas sur ouais, affiner. on est sur du concret à chaque fois, en fait. Et voilà, et ce qui me booste, c'est de faire aboutir ce projet parce que je sais qu'il va apporter de la valeur, il apporte quelque chose de différent sur le marché. Voilà, moi, ma mission au-delà du fait que je devais développer une marque qui est un projet industriel, qui apporte quelque chose qui est pas sur le marché, c'est, Mmh. d'aider les jeunes filles à se sentir vraiment à l'aise dans leur corps, d'avoir confiance en elles. Donc il y a aussi, une partie, une partie de la mission de l'entreprise qui est liée à l'empowerment des jeunes filles. Donc la boucle est bouclée avec le fait que je sois une maman de 3 filles, que je Bien sois sûr. l'aînée de 3 filles, qu'il y ait beaucoup de filles et de femmes dans ma famille. Donc oui, ça a du sens par rapport à mon histoire personnelle. Et en même temps, c'est surtout passionnant d'un point de vue entrepreneurial. Voilà, il y a aussi, je sais que plus je vendrai de produits et plus j'atteindrai cet objectif-là. Donc en fait, mon objectif de chef d'entreprise qui est d'atteindre la rentabilité et de faire du chiffre d'affaires, c'est l'objectif numéro un, il est calé aussi avec mes valeurs. Je pense que C'est ça ça, joue beaucoup aussi dans le fait de me lever tous les jours et de me dire, bah non, il faut bien sûr. continuer, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, tu as trouvé un projet qui est aligné avec tes valeurs, et qui a du sens pour toi. Et c'est ça qui a été moteur dans le fait de te lancer. Ce que je retiens aussi, c'est que ben, tu as changé de mindset. Tu es passé d'un mindset salarié où ben, ton emploi du temps était défini par rapport à tes objectifs, par rapport enfin, tout ce qui était imposé par l'organisation, entre guillemets. Ben, c'est toi qui définis ton emploi du temps. Et ben, si tu te lèves pas le matin, ben, il va rien se passer. Et donc, du coup, aussi, en termes de mindset, bah, tu es passé d'un mindset où tu avances avec une organisation, avec une équipe, à un mindset où c'est toi qui es vraiment moteur de ton projet. Qu'est-ce qui a changé? Ça serait quoi les autres choses qui ont vraiment changé entre le avant la vie de salarié et le après la vie d'entrepreneur? Bah, c'est de sentir qu'on est maître de sa vie, tu vois, comme tu le disais. Je pense que du coup, le fait que je le fasse au niveau de mon travail, ça me donne, ça a aussi des impacts au niveau de ma vie personnelle. Donc, c'est se sentir, oui, plus maître de soi et de ses choix. Mais alors évidemment, il y a un côté vertigineux hein, quand tu es tout seul et que tu lances ta boîte. Et à un moment donné, il va falloir faire du chiffre d'affaires, devenir rentable, pouvoir continuer gérer sa trésorerie et pouvoir faire perdurer la société. Mais c'est quelque chose, je pense, que j'avais en moi depuis longtemps. Et oui, je reviendrai pour rien au monde, je pense, en tout cas pour le moment, au salariat. Mais ça a un impact positif, je pense, sur ma vie personnelle, de me sentir plus épanouie dans le fait de d'avancer, comme tu disais, de faire ses propres choix, de cadrer son emploi du temps, de cadrer ses objectifs. C'est plus de responsabilité, forcément, Mm. parce qu'on est responsable de l'entreprise hein, légalement. Ça a un impact parce que financièrement, Bah oui c'est aussi. un stress. Hein, c'est plus facile d'avoir un salaire, une rétrocession d'honoraires tous les mois. Euh, donc, on n'est pas dans la même dimension, mais c'est un stress positif qui me plaît pour le moment. Merci beaucoup, Ingrid, pour ce partage. Bah, merci à Dernière toi. question avant de passer aux Holy Questions. Si tu avais 3 conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors, j'ai fait mon petit travail quand même pour avoir tout ça, mais ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit. Donc, la première, tout le monde te le dit, et je l'ai pas fait forcément tout au début parce que j'ai gardé l'idée dans ma tête, mais c'est parler de son projet. Tu vois, là, moi, j'ai déposé un brevet. Pour autant, même si tu déposes un brevet, etc., tu peux parler de ton projet et le confronter aux autres. C'est super important. Il ne faut pas imaginer Hmm. qu'il faut garder tout ça dans sa tête. Au contraire, plus on va confronter ses idées aux autres, et surtout si les personnes, en fait, sont Critique, quelque part. critiques, c'est Challenging. challenging, c'est positif. Ensuite, c'est rompre l'isolement. Donc, ça a été le cas Ouais. avec les entrepreneuses de Neuilly, puis la CCI, puis maintenant le Neuilly Lab. Rompre l'isolement
et en se faisant accompagner, parce qu'il y a beaucoup de structures qui existent, mais pas rester seul. C'est toujours la même idée, hein, ça permet de confronter ses idées, mais c'est aussi important de se sentir soutenu et d'avoir des gens qui vivent la même chose que soi. Et puis la dernière chose, c'est d'y aller step by step. En fait, toutes ces petites étapes dont on parlait tout à l'heure, on se rend pas compte, elles paraissent ridicules parce que en soi, c'est une tâche administrative, c'est une tâche, voilà, ça a pas l'air d'être grand chose, mais en fait, c'est le fait de faire les choses step by step qui permet quand on les regarde avec 1 an ou 2 ans de recul, de voir le parcours accompli, et c'est vraiment très important. Donc voilà, C'est c'est le hyper TV3. inspirant. Merci beaucoup, Ingrid. Et moi, je me dis que ces 3 conseils, on peut même les donner aux personnes qui sont en organisation, qui travaillent en tant que salariés. Parler de son projet aux autres et confronter, avoir le feedback de son entourage. Rompre l'isolement, donc travailler son réseau, toujours, enfin voilà, être entouré et y aller step by step dans tout ce qu'on entreprend. Surtout aujourd'hui où quand même on a un rapport au temps qui est différent, on veut toujours aller plus vite, plus haut, plus loin, etc. Se dire que ben en fait on est quand même des êtres humains on est tous enfin dans la même loi de la nature où il y a des choses qui sont quand même inchangeables et se dire que ben finalement on ralentit 2 secondes, on étudie bien son cap et on y va étape par étape chaque jour un petit peu, que ce soit, enfin voilà, même quand tu es salarié, finalement, c'est important de se mettre dans cette posture-là. Merci beaucoup, Ingrid. Si tu es Ben, d'accord, on merci va à passer toi. au lead question. Alors, première question, la routine du matin pour passer une bonne journée, qu'est-ce que c'est? Alors moi, ma routine du matin, c'est pas forcément très glamour, mais moi le matin, je suis pas du matin, je suis du soir, donc j'adore travailler les soirs. Donc le matin, j'ai besoin d'un petit sas de décompression avec zéro bruit, personne autour de moi, avec mon petit thé. Ça, c'est voilà, c'est le moment où mon cerveau se met en route Se lentement. réveille. Voilà, c'est mon petit sas de décompression. Alors, en 3 mots, parce qu'on en a parlé pendant une demi-heure, mais qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien? Ah, c'est difficile. Bah, c'est assez difficile. Là, en 3 mots, c'est difficile, mais c'est le fait d'avancer, c'est l'enthousiasme que ça génère autour de moi, c'est l'aventure entrepreneuriale en tant que telle. Mm. Voilà. Une J'avais personne ou un moins mentor travaillé qui... ces 3 questions. Ouais, c'est pas grave, c'est hyper, bah, c'est spontané et c'est, voilà, c'est beau. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire, un mentor ou voilà, ou quelqu'un qui... Ouais, alors c'est souvent les questions. Moi, j'ai pas de mentor en particulier, mais c'est vrai que je pense que dans ma vie, ce sont plutôt les femmes autour de moi, que ce soit ma mère ou mes 2 grands-mères, qui m'ont inspirée, qu'elles aient eu ou non un statut professionnel important. Comme je te le disais, moi, je viens d'une famille de femmes et j'ai des filles, j'ai 2 sœurs. C'est un peu une tribu et elles ont Mhm. toujours été hyper importantes. Et donc, bien sûr, il y a plein de personnes qui t'inspirent au quotidien, que ce soit des personnes de ton entourage personnel, des entrepreneurs, des écrivains, des hommes politiques, des femmes politiques, qu'importe. Mais en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, ce sont ces femmes. Magnifique. Quelle est ta devise dans la vie? Alors ça, j'ai quand même regardé. Alors c'est vrai que souvent les gens la sortent, mais c'est «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» de Mandela. Mais c'est devenu ma nouvelle devise et j'essaie voilà, de l'avoir au quotidien parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est on avance et puis au pire, on apprend. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu nous conseillerais de lire comme bouquin? Alors moi, j'ai plein de lectures qui sont très éclectiques et d'ailleurs, j'ai une liste de bouquins à lire trop longue. Alors du coup, j'ai un livre qui est en rapport avec le secteur dans lequel j'évolue aujourd'hui, qui est le secteur de la Femtech. Alors je vais te le montrer ici. Je ne sais pas si on verra dans le bon sens, Ouais, peut-être ouais, pas. ouais. La La science science. fabuleuse du corps des femmes de Lisa Falco, Falco, qui parle du corps féminin, qui parle de comment la science est positionnée par rapport à ça aujourd'hui et comment on pourquoi est-ce qu'il y a des biais, pourquoi est-ce que le corps de la femme a été invisibilisé, pourquoi, enfin plein de sujets Hmm. passionnants et en même temps c'est très c'est vulgarisé donc c'est très facile à lire. Donc on reste dans la thématique des femmes
et de la santé des femmes, mais voilà, c'est et scientifique et vulgarisé, donc assez passionnant. Super. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de voir toute la littérature qui sort sur la féminité et combien les problèmes féminins commencent à sortir un petit peu, on commence à en parler. La recherche avance énormément, notamment sur l'endométriose. Et je trouve que c'est vraiment cool tout ce qui se passe autour de tout ça. Quelle chanson est-ce que tu écoutes pour te mettre dans des bonnes vibes? Alors moi, j'écoute la chanteuse préférée de ma petite dernière, qui est Dua Lipa. J'ai pas de chanson Ah, spécifique, mais on est fan et c'est ce que je devrais me mettre le matin d'ailleurs après mon sas de décompression parce que elle me met de bonne humeur et elle nous donne un petit boost génial. d'énergie. Alors, je vais rajouter du Alipa à la playlist Hollywork. Qui est-ce que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode? Alors j'avais pensé à une personne, sauf que tu l'as déjà interviewé, Loïc Landreau, que j'ai eu la chance d'avoir en coach justement pour faire mes pitchs, qui est superbe. Voilà, donc c'est déjà fait. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller écouter l'épisode dans lequel il intervient. Ça s'appelle Oser la lumière. Alors lui, c'est un vrai moteur, il te booste au quotidien. Donc j'aurais envie de dire pas une personne en particulier, mais il se trouve que à la chambre de commerce, et ainsi que au sein du réseau Femtech, j'évolue avec beaucoup d'entrepreneuses qui travaillent pour la santé de la femme et qui ont des profils très intéressants. Donc je t'invite à Hmm, aller scanner toutes ces femmes entrepreneuses. très Euh, bonne idée. Génial. Et je te remettrai en relation avec elle si tu le souhaites. Alors, je vais chercher mes petites cartes parce que même si on est loin, euh, est-ce que je les ai là? Oui. Je voulais quand même qu'on tire une carte de mon petit oracle qui s'appelle Super Attracteur parce que c'est sympa de finir par ça. Alors, c'est moi qui vais la tirer du coup. Mais bon, comme on est connectés toutes les deux, on va voir ce qui va sortir. Suspense. Alors, je vais la montrer pour la vidéo. On voit, non? C'est à l'envers en fait, je crois. En portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Ah bah, Et voilà. une belle manière de terminer ce podcast. C'est parfait. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu retiens? Bah, je voulais juste te remercier. C'était un échange passionnant. Merci beaucoup à toi pour cette belle opportunité. Et comme je te le disais, ton calme et ta manière de poser toujours les choses et d'accompagner les gens dans tes coachings. Merci à toi. Merci Ingrid, merci beaucoup. Moi, je retiens que dans l'entrepreneuriat, on part de zéro et on gagne des points au fur et à mesure qu'on avance, jusqu'à atteindre 20 sur 20, 22 sur 20. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour cet épisode. À très bientôt tout le monde. Chers auditeurs, moi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a inspiré, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Vous avez même envie d'entreprendre ou d'intraprendre aussi. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram ou LinkedIn et sur le site holywork.fr pour tous les accompagnements que je propose. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Hollywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site hollywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Hollywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!